Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Organisations de la société civile et partis politiques ont rencontré ce matin au palais de Kosiam le président du Faso pour discuter de la transition et surtout de l'organisation d'élections libres et transparentes d'ici la fin de l'année. Les étalons préparent en Afrique du Sud la phase finale de la CAN 2015 prévue en Guinée équatoriale. Au même moment, les clubs de première et deuxième division reçoivent un soutien financier de taille. Bienvenue au journal de 20h. Rencontre tous azimuts aujourd'hui au palais de Kosiam. Michel Kafando a rencontré successivement les organisations de la société civile et les partis et formations politiques du Burkina. Au menu des rencontres, le bilan des premières semaines de la transition et les chantiers pour la tenue d'élections libres et démocratiques. Jérémy Sié Koulibaly. En instaurant cette séance d'échange direct avec les acteurs de la scène politique nationale, le président Michel Kafando sacrifie à une obligation, celle de rendre compte, comme il le précise lui-même. Et il s'est agi pour lui de faire le bilan des 7 semaines de transition. Pour la période concernée, le pouvoir de transition capitalise la mise en place du CNT au forceps. L'expression est du président du Faso. Le budget 2015 a été examiné et adopté. Une commission vérité et réconciliation mise en place. La confiance avec les institutions financières est restaurée et la bataille diplomatique pour faire accepter l'insurrection populaire et le changement de régime comme émanation de la volonté du peuple burkinabé a été gagnée. Foi de Michel Kafando. Le Canada est le dernier pays en date à accepter et reconnaître le régime de transition, annonce le chef de l'État, qui précise qu'avec les pays voisins, les relations sont au beau fixe, même si pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, les débuts ont été quelque peu laborieux. Je le dis honnêtement, la Côte d'Ivoire n'a pas compris les choses, peut-être au début, comme nous l'aurions souhaité. Mais j'ai dit au président de la Côte d'Ivoire, je comprends votre gêne, parce que le président Blaise Compaoré se trouve chez vous. Je comprends votre gêne, c'est un problème délicat pour vous, mais nous comprenons. Mais ce qui est certain, entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, jamais il n'y aura le problème fondamental, les deux peuples étant unis. Mais nous finirons par nous retrouver, et je crois que ça s'est fait, puisque à la réunion de Nouakchott, c'est le président ivoirien lui-même qui m'a appelé pour le dire, bon, je souhaiterais qu'on se rencontre. Nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes expliqués, nous nous sommes compris. Le principal chantier de la transition politique est l'organisation des élections générales et des pistes de solutions pour le couplage du scrutin en raison de contraintes budgétaires sont à l'étude. Le débat sur la question a en tout cas été lancé par le chef de l'État, qui a également fait part de ses réserves sur le vote des Burkinabés de l'étranger au cours des consultations électorales prévues avant la fin de l'année 2015. Le président du Faso s'est dit ouvert aux critiques et reconnaît des erreurs dans le processus de transition, des erreurs qu'il affirme assumer. Pour réaliser l'ambition d'une transition politique vers les élections libres, équitables et démocratiques, des textes organiques seront bientôt soumis à l'appréciation du Conseil national de transition. Michel Kafando a enfin informé les leaders politiques de la réunion ce 13 janvier à Ouagadougou du groupe de contact international au fin d'évaluer le processus de transition au Burkina. La tenue d'élections cette année a aussi dominé les discussions que le président du Faso a eues avec les organisations de la société civile. Tous sont unanimes à reconnaître l'impératif des élections, même s'il reste maintenant à définir les conditions de leur organisation. Karim Patrick Namono. L'orage passé, l'objectif du capitaine du navire battant pavillon burkinabé, c'est d'accoster à bon port. Les marins, dont une partie est de la société civile, s'inscrivent dans cette ligne de mire. Mais il faut de la compréhension, car le bateau vient de quitter des eaux troubles. Nous sommes ouverts à la critique. Si vous voyez des choses qui sont répréhensibles, vous nous les faites savoir. Mais dans l'ordre et dans la compréhension. Pas dans une contestation qui n'a pas de, si vous voulez, de valeur tellement positive. Non, vous nous le faites savoir, mais ce n'est pas la peine, par exemple, de se mettre à faire un certain nombre d'exercices qui ne sont pas du tout dans le sens de la paix et de la tranquillité que nous voulons pour ce pays-là. Mais avant d'atteindre le quai, il faut franchir le cap des élections.
Chacun y a sa partition à jouer. Voici les orientations des organisations de la société civile. Il y a deux opinions qui se dégagent au sein de la société civile. La première voudrait un couplage présidentiel-législatif. La deuxième prône des élections générales que certains appellent élections simultanées, c'est-à-dire l'élection présidentielle, les élections législatives et celles municipales au même moment. Pour ce qui concerne les candidatures indépendantes, notamment aux élections législatives et municipales, puisqu'au niveau présidentiel, le problème ne se pose pas, là, une seule opinion semble se dégager au sein des OSC et qui est favorable aux candidatures indépendantes. Alors, pour les OSC, il s'agit simplement de respecter la Constitution qui reconnaît à chaque citoyen qui jouit de ses droits civiques d'être électeur et éligible dans la gestion des affaires publiques. Le capitaine veut maintenir le cap et ne compte ni aller à bâbord ni à tribord. Soyez confiants que le gouvernement n'agira pas en dehors de ce que vous avez demandé. Soyez conscients que notre ligne directrice, c'est-à-dire le chemin qui nous conduit tout droit en novembre 2015, est un chemin pas tortueux. Il est vraiment rectiligne. Et soyez conscients aussi que, en tous les cas, nous sommes tous engagés pour réussir cette bataille-là. Le monde extérieur attend de nous pour se dire « Ah, voilà, effectivement, on leur a fait confiance à ces Burkinabés-là. Et effectivement, on a eu raison. » Le capitaine et son équipage s'inscrivent dans une même dynamique. Bien organiser les élections en 2015. Il y a des raisons d'espérer un bon accostage donc, surtout que les eaux sont calmes, propices pour une navigation sans entrave. Le président du Faso s'est dit satisfait du dialogue direct instauré avec les organisations de la société civile et les responsables des partis et formations politiques. Prochaine étape du processus de transition, l'organisation d'un scrutin démocratique. Michel Kafando, interrogé par Jérémy Sié Koulibaly. Je retiens de ce dialogue direct que les classes politiques, les organisations de la société civile sont vraiment conscients du travail que la transition fait pour aller à l'objectif du mandat qui lui a été confié, à savoir organiser des élections propres au Burkina, afin que la démocratie qui sera issue de ces élections soit une démocratie véritable, acceptée par tous, et même, j'allais dire, va être convoitée par tous. Donc c'est l'objet de ces échanges que nous avons eus. Nous l'avons eu vraiment en toute franchise, sans problème, sans esprit critique. Donc je crois que c'est une très bonne chose. Ça va nous aider maintenant à aller de l'avant, puisque nous allons très bientôt attaquer la phase cruciale qui va consister à programmer les élections et à voir les étapes par lesquelles nous allons pouvoir arriver à organiser le scrutin électoral. Voilà. La lutte contre la corruption, la réforme de la justice, la lutte contre l'impunité, il n'y a pas eu de sujet tabou au cours des échanges. Il reste cependant que le vote des Burkinabés de l'étranger pour les élections générales de cette année divise les protagonistes de la classe politique burkinabé. Jérémy Sié Koulibaly a recueilli quelques réactions. Je pense qu'on a abordé vraiment tous les sujets, de sorte que, en tout cas, les élections puissent être organisées dans la transparence. Il a promis que chaque fois qu'il y aura nécessité de rendre compte, il va le faire et que toute chose qu'on veut lui dire, on n'a qu'à le lui dire. La question de la déclaration des biens et des patrimoines des ministres, il a dit qu'il a donné deadline demain. Celui qui n'a pas déclaré ces biens-là, c'est que c'est lui qui est indiscipliné. Il est même allé jusqu'à dire que ceux qui veulent vérifier les biens peuvent aller au secrétariat général du gouvernement, que toutes les déclarations seront faites, tous ceux qui sont dans le gouvernement ou dans la transition. Le président du Faso nous a rassuré qu'il entend nos voix,
nos préoccupations seront prises en compte, mais dans la légalité. Parce que le dossier Guigemde, ils ne l'ont pas pris dans la légère, parce que le gouvernement américain est touché pour pouvoir les aider à faire les enquêtes. Et on attend les résultats de ces enquêtes-là pour trancher définitivement le dossier Guigemde. S'il s'avère que il est vraiment coupable de ce qu'on lui reproche, le gouvernement prendra ses responsabilités. Et nous, on a confiance. Nous, on avait déjà exprimé notre position, qui était celle de dire qu'aucune disposition depuis 2005, parce que c'est la date à laquelle on devait organiser des élections à l'étranger, n'avait été prise par le gouvernement passé. Et qu'en 9 mois, 8 mois, il était illusoire de penser qu'on pouvait organiser des élections vraiment transparentes et dans des conditions requises dans toutes les ambassades et tous les consulats de Burkina Faso. Donc nous avions considéré qu'au niveau, en tout cas ce qui nous concerne au niveau du MPP, qu'il était sage de commencer dès maintenant à créer les conditions de cette élection pour 2020. En ce qui nous concerne, en tout cas, nous avons souhaité à ce que cette fois-ci, en tout cas, il faut que les Burkinabés de l'étranger prennent part aux élections. Évidemment, le président nous a dit qu'on allait se revoir et discuter tous ces problèmes-là pour qu'ensemble nous puissions arrêter quelque chose qui va aux besoins de l'ensemble de la population. En tout cas, les votes de bulletins, nous sommes fermes là-dessus. Il faut qu'ils votent cette fois-ci. L'UNIR PS, et à l'époque, les partis politiques qui étaient dans l'opposition ont été les précurseurs du vote des Burkinabés de l'étranger. Mais une chose est de dire que les Burkinabés qui sont à l'étranger doivent voter parce que c'est un droit constitutionnel, mais l'autre, c'est d'offrir tous les mécanismes de votation. Si on dit que vous pouvez voter et on ne vous permet pas de voter, ça pose problème. Si vous êtes seulement au niveau de la Côte d'Ivoire, où nous avons des millions de Burkinabés qui sont des électeurs, il est difficile pour un électeur de quitter par exemple Ferkessédougou pour aller voter à Bouaké ou de quitter la frontière libérienne pour venir voter à Abidjan. Donc ces conditions font qu'aujourd'hui, effectivement, ce sont des difficultés objectives qui ne permettent pas, par exemple, à la CENI de pouvoir rattraper dans ce laps de temps ces obstacles-là et de permettre à nos concitoyens de voter. Moi, je pense qu'il faut plutôt être sage, donner à la transition la possibilité d'organiser les votes avec les Burkinabés de l'intérieur et qu'on puisse corriger tous ces mécanismes-là dans la mesure où le principe n'est pas remis en cause. Et ça nous permettra pour les prochaines élections, en tout cas, d'aller avec tous les Burkinabés qui auront les mêmes chances de pouvoir voter. C'est bon d'aller aux élections, mais il faut d'abord faire un toilettage des textes. Parce que ce que nous avons vécu dans le régime passé, c'est la manipulation des textes qui nous a conduit à la dérive. Donc nous voulons demander de se pencher davantage sur la relecture des textes, tout ce qui peut nous conduire à avoir des élections libres, mais des élections inclusives, afin que les jeunes, les femmes, toutes ces minorités qui étaient mises de côté, puissent avoir leur place dans une démocratie véritable. Voyons à présent les audiences du Premier ministre. Yacouba Isaac Zida a reçu aujourd'hui une délégation d'organisations syndicales et des représentants du bloc du 21 octobre. Les discussions ont porté sur l'amélioration des conditions de vie des populations, mais aussi sur la conduite de la transition. Un accent particulier a été mis sur les manifestations contre la nomination du ministre des Infrastructures, Moumouni Guigemde. Reportage Abdelaziz Yagibou. Syndicats autonomes et centrales syndicales plaident pour la réhabilitation des entreprises privées saccagées lors de l'installation des temps et 31 octobre dernier. Les débats Voilà, quelques problèmes techniques pour vous faire voir ce reportage d'Abdelaziz Yagibou sur les audiences du Premier ministre qui a reçu une délégation d'organisations syndicales et des représentants du bloc du 21 octobre. Plusieurs sujets ont été abordés sur les conditions de vie des populations burkinabées et sur la conduite de la transition. Nous espérons que tout est entré dans l'ordre du côté de la technique et nous pourrons voir donc ce reportage signé Abdelaziz Yagibou. C'est une visite de courtoisie officielle. Je viens lui présenter la situation actuelle de la coopération entre notre pays. Je lui ai parlé de projet de riz pluvial. Jusqu'à maintenant, ça fonctionne bien. Et concernant la mission médicale,
notre équipe technicienne accompagne toujours l'équipe burkinabé à travailler à l'hôpital de Blaise Compaoré. Et la mission médicale taïwanaise réside à l'hôpital d'amitié de Koutougou, continue. Les médecins burkinabés à faire la consultation et l'opération. On a commencé depuis 2011 8 centrales solaires qui produisent à peu près 500 kW d'électricité. Et ce projet va continuer très bientôt. On va construire une centrale à 1,1 MW à Ziga. Et au niveau de la formation professionnelle, ça continue. Et toutes les constructions de centres régionaux de formation professionnelle, d'ailleurs, total, ça fait 13. On a déjà terminé moitié. L'autre vont très bientôt terminer aussi. Je lui remercie beaucoup le soutien que le gouvernement burkinabé nous a apporté depuis tellement longtemps sur la scène internationale. Et je lui ai sollicité de nous apporter encore une fois de soutien sur la scène internationale parce que jusqu'à maintenant, il y a toujours un peu de difficulté pour la République de Chine-Taïwan à participer normalement aux activités internationales. Voilà, donc c'était un autre reportage signé Abdelaziz Yagibou. Il s'agit d'une audience que le Premier ministre Yacouba Isaac-Zid a accordée ce matin à l'ambassadeur de la République de Chine-Taïwan. Les deux hommes ont parlé du renforcement de la coopération bilatérale entre Ouagadougou et Taipei. Nous espérons, au cours de cette édition, vous proposer l'autre reportage d'Abdelaziz Yagibou sur l'audience du Premier ministre avec les organisations syndicales et le bloc du 21 octobre au cours de notre édition de ce 20h. Une assemblée générale des organisations syndicales et associations des commerçants du secteur formel et informel et des opérateurs économiques s'est tenue à Ouagadougou, réunie au sein d'un cadre dit commerçants et opérateurs économiques signataires du mémorandum du 22 décembre. Ils entendent soutenir la transition. Reportage Sié Sylvestre Da. Ils sont mobilisés pour soutenir l'action du gouvernement de transition. Eux, ce sont les membres de plus de 40 organisations et associations de commerçants des secteurs formels, informels et les opérateurs économiques du Burkina, signataires du mémorandum du 22 décembre 2014. À cette assemblée générale, ils ont adopté une motion de soutien au gouvernement pour avoir dissous l'assemblée consulaire. Ils ont aussi adopté une résolution pour reconnaître et appuyer l'action de la délégation spéciale mise en place. C'est un gouvernement de transition. Nous n'allons pas essayer de les mettre des bâtons dans les roues. Il faudra que tout le monde accepte qu'ils sont là pour une mission, avec un temps bien déterminé. Il faudra que nous acceptons, pas tout, mais ce qu'ils font, pour que nous puissions les accompagner à leur terme et nous laisser la voie démocratique pour tout le pays. Pour ce qui est du mémorandum déjà transmis au gouvernement, il comporte une quinzaine de propositions et revendications au profit du monde des affaires. Commerçants et opérateurs économiques demandent entre autres la relecture des textes de la Chambre de commerce, l'organisation des états généraux du commerce, une meilleure réglementation et assainissement du marché, la réduction de la grille tarifaire des équipements marchands. L'Assemblée générale espère une prise en compte effective des préoccupations et doléances de tous les acteurs du commerce par le gouvernement. Cela pour un meilleur climat des affaires au Burkina. Le premier vol cargo entre Dubaï et Ouagadougou aura lieu le 13 janvier prochain. Une fois par semaine, les opérateurs économiques burkinabés pourront acheminer vers le Burkina plusieurs tonnes de marchandises. Cette liaison aérienne a été rendue possible grâce au partenariat entre la représentation de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina à Dubaï et la société Phase Forward. Reportage Drissa Séré. Plaque tournante du trafic mondial, Dubaï est une destination de rêve pour des millions d'opérateurs économiques et d'investisseurs du monde entier en quête de nouvelles routes commerciales et d'opportunités pour faire fructifier leurs affaires. Les opérateurs économiques et les commerçants burkinabés ne sont pas en reste de ce mouvement. Ils sont de plus en plus nombreux, les Burkinabés, à se rendre régulièrement à Dubaï pour effectuer des achats de marchandises de toute nature. C'est pour faciliter les échanges entre Dubaï et Ouagadougou que la société Shipping and Cargo, en partenariat avec Fast Forward, lance à partir du 13 janvier 2015 le premier vol Emirates Sky Cargo. Les commerçants qui rentrent à Dubaï par semaine, ce n'est pas moins de 250 à 300 personnes, donc c'est un grand nombre.
Et les volumes, ce n'est pas moins de 500 000 tonnes par an, donc ça vaut le coup que les vols directs qui sera là. Les opérateurs économiques auront désormais la possibilité de faire venir des marchandises depuis la Chine, l'Inde et la Turquie via Dubaï pour une destination finale sur Ouagadougou. Délai de livraison 24 vols directs Dubaï-Ouagadougou, développement de nouveaux produits, un cargo d'une capacité de 100 tonnes, autant d'avantages et d'opportunités créées grâce au partenariat initié avec la société Fast Forward. I know the traders based in Burkina had faced many issues. Nous savons que dans le passé, les opérateurs économiques burkinabés éprouvaient de nombreuses difficultés pour importer des marchandises. Nous introduisons ce service nouveau et direct comme une nouvelle solution pour leur permettre de gagner en temps et en argent. Si cette collaboration s'avère fructueuse, on pourrait assister très bientôt à un autre partenariat, celui de l'implantation de la compagnie Emirates Airlines. Le gouvernement encourage l'initiative et montre sa disponibilité à accompagner tous les acteurs engagés pour un développement économique du Burkina. Un atelier de formation des organes de contrôle se tient depuis hier à Bobo-Dioulasso autour du thème « Formation sur les manuels de procédure de contrôle ». La rencontre initiée par l'Autorité supérieure de contrôle d'État ACE intéresse une quarantaine de contrôleurs. Amadou Lougué. Une quarantaine de structures de contrôle sont conviées à cette rencontre. L'Inspection générale des finances, la Cellule nationale de traitement de l'informatique financière, l'Autorité de régulation de la commande publique, la Coordination nationale de lutte contre la fraude, le Réseau national de lutte anticorruption ou le Réseau africain des journalistes pour la justice et l'intégrité. Ces différents acteurs réunis à Bobo-Dioulasso échangeront sur le thème « Formation sur les manuels de procédure de contrôle ». Cette rencontre est une rencontre annuelle des corps de contrôle qui, normalement, à la fin de chaque année, programme les contrôles qui vont être effectués pour l'année à venir. Et compte tenu des événements que vous connaissez, cette rencontre n'a pas pu avoir lieu au mois de décembre comme prévu. Et voilà pourquoi nous la tenons aujourd'hui, pour essayer d'accorder nos violons et éviter qu'il n'y ait des empiètements et de double emploi. Initié par l'ASE, l'Autorité supérieure de contrôle d'État, ces cadres annuels de concertation visent à renforcer la capacité des organes de contrôle pour une administration publique efficace et transparente. Les organes de contrôle, aujourd'hui, il y a une demande de justice sociale qui est très forte. Et les gens attendent beaucoup une reddition des comptes de ceux qui gouvernent. Et donc, les organes de contrôle sont au premier plan parce que c'est eux qui peuvent constater les dysfonctionnements de l'État et des administrations et déclencher la procédure, soit la procédure disciplinaire par l'autorité hiérarchique, soit la procédure judiciaire. Le présent atelier s'étend sur 3 jours. Les différentes communications portent notamment sur les manuels de procédure, le projet du planning annuel et celui du plan triennal consolidé. Plusieurs ministères se dotent de projets de code d'éthique et de déontologie, d'où l'organisation d'un atelier de validation des avant-projets. Objectif abouti à un document de référence en matière de promotion des valeurs et principes de bonne gouvernance dans l'administration publique. Reportage Ini Janine Kambiré. Les avant-projets de code d'éthique et de déontologie soumis à la validation des participants issus du ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, de celui de l'éducation nationale et de l'alphabétisation et de celui des enseignements secondaires et supérieurs ont été élaborés dans un contexte national particulier. Un contexte marqué du sceau des fortes attentes citoyennes exprimées par le peuple burkinabé pour davantage d'éthique, d'équité, de justice et de transparence dans la gestion des affaires publiques et dans l'égal accès aux services publics. Il s'agit d'un contexte de transition qui est marqué par la mise en place d'un instrument fondamental aussi qui doit guider cette transition. Il s'agit de la charte qui rappelle aussi un certain nombre de principes et de valeurs éthiques dont notamment, je cite entre autres, l'esprit de responsabilité, la tolérance, le respect mutuel,
Je crois que toutes ces valeurs-là doivent être consacrées non seulement dans les instruments qui sont utilisés par les agents publics, mais aussi et surtout être mises en pratique. En 2014, 10 codes d'éthique et de déontologie ont été élaborés au profit des 10 ministères. Il est attendu du présent atelier de validation des contributions pertinentes devant aboutir à un document de référence en matière de promotion des valeurs et principes de bonne gouvernance dans l'administration publique. Dans le cadre du renforcement des capacités des journalistes, le Conseil supérieur de la communication, CSC, organise un atelier de formation des animateurs des émissions interactives des radios et télévisions. C'est une occasion d'outiller ces hommes et femmes de médias sur les techniques de l'animation et la maîtrise des règles de l'éthique et de la déontologie. Reportage Draman Guéné. Le Conseil supérieur de la communication a relevé des excès dans le traitement de l'information, notamment dans la conduite des émissions interactives lors des événements des 30 et 31 octobre 2014. Pour aider à combler ces insuffisances, le CSC se propose de renforcer la capacité des hommes de médias audiovisuels sur la communication en période de crise. À l'issue des événements malheureux que nous avons connus là, et nous avons fait le tour des médias, et disons l'ensemble des médias sur l'ensemble du territoire. Et nous sommes allés dans une démarche de régulation de proximité. Et ce qui nous est revenu le plus souvent, c'est justement la question de formation. C'est comme je l'ai dit, il y en a qui ont reçu des formations. Il y en a aussi qui ont pu se former sur le tas. Et ce n'est pas évident pour tout le monde de pouvoir conduire ces émissions interactives dans ce contexte de pression. Nous comprenons bien la pression qui est exercée sur les hommes de médias. Ce n'est pas évident, surtout quand on n'a pas bénéficié d'une formation. Et nous espérons pouvoir répondre à ces attentes-là, puisque nous avons été interpellés. Cet atelier de formation va à terme permettre aux journalistes et animateurs de maîtriser les règles d'éthique et de la déontologie du métier. Nous sommes dans une période transitoire avec des réclamations à n'en pas finir. Donc j'attends de cette formation des renforcements en matière d'éthique et de déontologie afin de travailler en sorte à renforcer la cohésion sociale. Ces échanges de 3 jours ouvrent la voie à d'autres séances de formation au profit des journalistes les jours à venir dans diverses localités. Foi de la présidente du CSC. Nous revenons sur l'audience que le Premier ministre Yacouba Isaac Zida a accordée à une délégation d'organisations syndicales et à des représentants du bloc du 21 octobre. Les discussions ont porté sur l'amélioration des conditions de vie des populations, mais aussi sur la conduite de la transition. Un accent particulier a été mis sur les manifestations contre la nomination du ministre des Infrastructures, Moumouni Djigmde. Reportage Abdelaziz Yaguibo. Auprès du Premier ministre Yacouba Isaac Zida, syndicat autonome et centrale syndicale plaide d'une seule voix pour la réhabilitation des entreprises privées saccagées lors de l'insurrection des 30 et 31 octobre dernier. Les dégâts ont mis au chômage des milliers de travailleurs auxquels il faut à tout prix et dans de meilleurs délais redonner espoir selon les organisations syndicales. Nous sommes venus avec 3 points. Le premier point concerne les casses qui ont eu dans les entreprises privées, comme Azalea et autres, Jolie Hotel et autres, là, pour que le gouvernement puisse voir, parce qu'il y a plus de 5000 travailleurs qui sont dehors, et nous avons demandé au gouvernement de tout faire pour que ces travailleurs-là puissent avoir quelque chose pour eux. Et même demander au gouvernement de tout faire pour qu'on puisse ouvrir ces entreprises-là. Le deuxième point, c'est le carburant. Nous sommes tout à fait d'accord et nous sommes sûrs que la baisse du carburant est possible et que depuis un certain temps, c'est devenu même à 49,5 $. Troisièmement, c'est l'histoire des ministres du transport. Ils nous ont demandé que parce qu'ils ont cru que c'est une routine que nous sommes en train de faire, à chaque fois il faut descendre un minute ou telle personne, etc. Est-ce qu'on avait des preuves? On lui a donné toutes les preuves qui indiquent que le ministre est fautif. Donc par conséquent, je pense que nous attendons leur réaction. Sur la question,
Le bloc 21, dont une délégation est venue prendre langue avec le chef du gouvernement, a souhaité voir les premiers responsables de la transition prendre leurs responsabilités. Le problème n'est pas en tant que tel Moumouni Djigamde, mais en fait la suite. Ça veut dire que si on va passer de contestation en contestation, en plus on ne pourra pas se concentrer sur l'essentiel de la transition qui est la mise en place de réformes pour avoir une base démocratique forte en fin 2015. Nous, en ce qui concerne notre position, c'est que pour apaiser la situation, le Premier ministre prenne ses responsabilités. Ou ça, disons que Moumouni Djigamde lui-même prenne ses propres responsabilités en tant que patriote et permette à la transition d'avancer en démissionnant. Au-delà de ce sujet explosif, le bloc du 21 octobre a partagé avec le Premier ministre ses impressions sur la conduite de la transition. Et nous avons aussi constaté que la commission de réforme et de réconciliation qui était prévue dans la charte n'est pas encore effective. Nous avons aussi abordé, en ce qui concerne les nominations, les questions les murmures, les questions religieuses. Le Premier ministre aussi a eu à expliquer et s'est inscrit en faux à cela. Ce regroupement de structures associatives ayant pris part activement à la lutte contre la modification de l'article 37 a du reste recommandé l'accélération de l'adoption du code électoral et la clarification de la question d'une probable réforme constitutionnelle. Un forum sur la problématique de la fertilité des sols dans les systèmes de production coton se tient à Ouagadougou à l'initiative du projet de l'Agence des États-Unis pour le développement international, partenariat pour le coton dans les 4 pays, Bénin, Mali, Tchad et Burkina. Cette rencontre a pour objectif de booster la productivité agricole dans ces 4 pays. Reportage Yolande Lombo. Ils se sont donné rendez-vous dans la capitale burkinabé pour discuter de la fertilité des sols dans les systèmes de production coton. Issus des structures de recherche et des différentes sociétés cotonnières des 4 pays que sont le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Tchad, ces experts vont échanger leurs expériences en vue d'appuyer ces États dans leur politique de développement pour garantir la souveraineté alimentaire. Ce forum s'inscrit dans le cadre des activités du 2e projet USAID C4CP, financé par le gouvernement américain et mis en œuvre par le Centre international pour le développement des engrais, IFDC. Ce second projet qui vient va permettre de renforcer ce partenariat et s'intéresser à la question de la contribution de la culture du coton à la sécurité alimentaire. Parce que vous savez tous très bien que les plus gros producteurs de coton sont aussi ceux qui sont les plus gros producteurs de céréales. Ça, c'est un premier aspect. Un deuxième aspect qui va permettre de voir comment les impacts positifs du coton peuvent profiter aux femmes. Et puis, on revient encore sur cette question de renforcement, cette fois-ci, des structures nationales dans les différents pays pour justement les aider à développer un partenariat et donc à contribuer mieux à ce que ce secteur coton pour ces 4 pays-là, qui est stratégique en termes de revenus, en termes d'économie, puisse être encore beaucoup plus important. D'un montant d'environ 7,5 milliards de francs CFA, ce projet d'une durée de 4 ans concernera 160 000 producteurs et productrices de coton et devrait contribuer à une augmentation de la valeur ajoutée de l'or blanc sur le continent. Nous ouvrons à présent la page sport. Les clubs de première et deuxième division bientôt soulagés financièrement. Le ministère des Sports et des Loisirs et le président de la Fédération burkinabé de football ont officialisé cet après-midi le paiement de la bourse aux joueurs des différents clubs. Pour cette saison, ce sont 560 millions de francs CFA qui seront débloqués. Les précisions de Lassina Savadogo. Des signatures, un échange de parapheurs, des applaudissements nourris et voici le pacte enfin scellé entre le ministère des Sports et Loisirs et la Fédération burkinabé de football. La bourse annoncée aux joueurs de première et deuxième division est désormais une réalité après un réaménagement de la première convention. Et nous attendons en tout cas que les clubs puissent mieux s'organiser. Et également, nous pensons que ça va permettre au club de dégager les moyens pour faire la promotion des petites catégories qui, pour nous,
un aspect important dans le développement et la pratique du football dans notre pays. Un ouf de soulagement parce que vous imaginez bien, depuis que la mesure a été annoncée, il y a de cela un bout de temps, les clubs bénéficiaires étaient en train de nous harceler. Ils s'attendaient vraiment à recevoir de l'argent. Bon. Bref, je suis en tout cas content que ce jour ait pu enfin arriver et que très rapidement les clubs, parce que je dois dire que la première tranche a déjà été débloquée, les 2 millions par club de 2-1, ça a déjà été mis à la disposition de la fédération et dès le jeudi, lorsque nous allons procéder à la signature, nous allons remettre aux différents clubs de 2-1 leur chèque. 2 millions pour chaque club par mois, 20 millions en 10 mois de championnat et 320 millions pour les clubs de première division. Les clubs de D2 au nombre de 24 auront aussi les parts du gâteau à raison de 1 million par mois, 240 millions pour la saison. Faites le point, les clubs de football engrangeront la bagatelle somme de 560 millions chaque saison. La prochaine étape de ce long marathon financier est la signature d'une autre convention entre cette fois la Fédération burkinabé de football et les clubs bénéficiaires de cette manne. Football toujours, les étalons ont entamé en Afrique du Sud leur préparation en vue de la CAN 2015 qui débute le 17 janvier prochain. L'équipe nationale burkinabé séjourne à Nelspruit où elle avait effectué leur entraînement en 2013 avant d'aller disputer la phase finale en Afrique du Sud. Reportage de nos envoyés spéciaux Arthur Ouedraogo, Modeste Ouedraogo. 2 ans après avoir écrit les plus belles pages de l'histoire du football burkinabé, les étalons sont à nouveau de retour à Nelspruit pour une nouvelle aventure. À leur arrivée au centre d'entraînement d'Igoniama, ils étaient attendus par un comité d'accueil composé essentiellement du personnel du centre. Un moment de retrouvailles très chaleureux et amical. C'est la tête haute et avec beaucoup de fierté que les étalons foulent le sol de Nelspruit, leur terre d'accueil et d'adoption. Vraiment, j'ai eu un pincement au cœur quand on a commencé déjà la descente. Parce qu'il faut dire que c'est une ville, cette province-là, qui nous a vraiment porté chance pendant la 29e édition. Et revenir ici, c'est vraiment de bons souvenirs, surtout sur ce centre où nous nous sommes entraînés. Au début, on a joué des matchs, on a livré des matchs amicaux. Je crois que c'est vraiment... je ne sais pas, c'est l'émotion. Ça fait plaisir, voilà, on a eu un accueil chaleureux, voilà, tout le monde est content de nous revoir. Nous aussi, ça nous rappelle des bons souvenirs. Voilà, c'est des bonnes choses. Il faut s'inspirer de 2013 pour bien préparer la CAN 2015. Le choix de ce site d'entraînement à Nelspruit n'est donc pas fortuit. L'encadrement technique a certainement joué la carte de la commodité, mais aussi celle de la chance. Quelque chose qui te porte chance, il pense qu'on ne doit pas changer. Voilà, on a fait une bonne préparation ici et ça nous a porté chance. Et voilà, donc franchement, on est venu cette année, il y a beaucoup de souvenirs, il y a beaucoup de souvenirs positifs. Voilà, et on espère encore répéter cela. Toutes les conditions sont réunies. On n'a pas besoin de se déplacer pour aller faire les entraînements. Il y a la question d'altitude. Ici, on est un peu en hauteur. Ça va donner un peu de souffle, un peu de tonus aux joueurs pour qu'ils puissent vraiment donner le maximum demain. Parce qu'il nous reste, on a 12 jours de préparation. Donc il faut aller, vraiment, il faut travailler avec ordre et méthode pour pouvoir aller livrer vraiment de bons matchs pendant la CAN. Nelspruit, une ville située entre les collines, semble tendre les bras aux étalons. Tous les ingrédients sont donc réunis pour une belle préparation de la CAN 2015. Le stage à Nelspruit durera 12 jours et sera couronné par 2 matchs amicaux. D'abord le 10 janvier face au Swaziland, puis le 13 janvier contre les Zèbres du Botswana. 2 équipes qui ne seront pas à la 30e Coupe d'Afrique en Guinée équatoriale. Fin de cette édition donc. Merci de votre fidélité à la RTB. Excellente soirée à toutes et à tous.